Quel est le point commun entre Peter Parker, Walter White, et Thom Yorke, le chanteur de Radiohead? Au cinéma, l'anti-héros est le personnage principal d'un film qui ne présente pas les caractéristiques du héros conventionnel. Par exemple, Peter Parker, avant de se faire piquer par une araignée et de devenir Spider-Man, c'est un gros bolos. Walter White dans Breaking Bad, avant de devenir un grand baron de la drogue respecté de tous, c'était un simple prof de chimie sans histoire atteint d'un cancer qui se faisait victimiser par ses élèves. Make those tires shine, huh? Oh my god. Thom Yorke, lui, est une anti-rockstar par excellence. Avec son groupe Radiohead, ils ont eu un succès aussi important que celui de Van Halen, Prince ou encore Sum 41, avec près de 40 millions d'albums vendus et des milliers de concerts à guichets fermés dans le monde entier. Mais d'un autre côté, il affirme ne pas consommer de drogue, s'être passionné de mots croisés pendant leur tournée, et ne pas aimer les coups d'un soir avec de potentiels groupies. Tout l'inverse des Red Hot Chili Peppers. Mais ça, c'est une autre histoire. Aujourd'hui, tout le monde a déjà entendu ce morceau au moins une fois à la radio ou dans un film. Mais comme tous les groupes mondialement connus, leur carrière commence par des échecs. Et les radios anglaises ne voulaient pas diffuser Creep à cause, je cite, de son caractère dépressif, selon la BBC Radio 1. Ils ont pas totalement tort, ça parle d'un mec qui n'a sa place nulle part et qui aime une femme inaccessible parce que Thom Yorke est un mec bizarre, un weirdo, pour reprendre ces termes. Par contre, là où BBC Radio 1 ont eu tort, c'est que non seulement cette musique est magnifique, mais elle a touché un immense public. Mais c'est seulement un an plus tard, lors d'une réédition en 1993 dans leur premier album Pablo Honey, que le morceau deviendra un énorme tube aux États-Unis. C'est donc ce single, Creep, qui a fait décoller la carrière de Radiohead, alors que le groupe était formé depuis 1986 sous le nom On a Friday. Imaginez, 7 ans de galère, à cumuler études et job ingrat, en passant par une expérience de colocation entre tous les membres du groupe, avec son lot d'embrouilles, 7 ans de travail acharné, à répéter tous les vendredis dans une petite église d'Abingdon, 7 ans à chercher désespérément des producteurs pour en arriver à ce résultat. Un petit peu à la manière de Walter White, Thom Yorke, un homme a priori ordinaire, était sur le point, lui aussi, d'écrire sa légende. Creep était une véritable révélation. Le groupe allait enfin pouvoir se faire connaître dans le monde entier et vivre le succès qu'il méritait, et pourtant, chacun des membres de Radiohead déteste ce morceau, à tel point qu'il le joue même plus en concert. Pourquoi ? C'est ce qu'on va découvrir dans cette vidéo. Nous sommes le 18 septembre 1993. Un an après sa parution originelle, Creep atteint la 7ème place dans les classements britanniques. Un bon revirement de situation depuis le refus de BBC Radio 1. Radiohead enchaîne alors 130 concerts dans 14 pays, leur rêve est exaucé, l'expérience des lives est formidable, mais elle a aussi ses limites. Thom Yorke et ses amis avaient pour habitude de commencer chaque concert par leur morceau incontournable, Creep. Mais souvent, une partie de la salle se vidait dès la fin de la chanson, laissant des rangées de sièges vides pour tout le reste de la soirée. Une grande partie du public ne venait que pour entendre ce tube et ne manifestait aucun intérêt pour tout le reste de la setlist. C'est ça que j'appelle le scandale Radiohead. Je trouve ça révoltant, honteux et profondément irrespectueux. Imaginez le coup au moral pour eux. Les membres du groupe ont d'ailleurs surnommé le single Crap, ce qui signifie alors que c'est un chef-d'œuvre. Mais les membres de Radiohead ont de l'ambition. Ils vont rebondir avec un nouvel objectif en tête, prouver qu'ils n'étaient pas le groupe d'un seul single. En janvier 1994, le groupe se remet aux répétitions intensives. Ils avaient signé un contrat pour 8 albums, dont le prochain devait sortir en octobre. La course contre la montre est lancée, les idées fusent et tous les 3-4 jours, les managers viennent écouter leurs avancées, mais rien. De semaine en semaine, les relations entre Thom Yorke et le reste du groupe deviennent très tendues. En avril, on frôle même la catastrophe. Les membres ne se supportent plus et Thom Yorke est sur le point de quitter la formation. Leur producteur John Leckie tente alors le tout pour le tout et décide de prendre les choses en main. Il demande à Thom Yorke de jouer ses compositions seul, à la guitare acoustique, en se concentrant sur son interprétation. Et là, c'est le déclic. Thom Yorke donne naissance à Fake Plastic Tree. Avec sa voix magistrale, Thom Yorke dénonce les terribles effets du changement climatique. À partir de ce moment-là, tout s'arrange entre les membres du groupe.
le studio respire à nouveau l'inspiration musicale, la complicité et l'enthousiasme, ce qui donnera lieu le 13 mars 1995 à la sortie de leur deuxième album, The Bends. Ce nom n'est pas anodin. Il signifie à la fois un tournant représenté par la nouvelle vague du groupe, avec un véritable changement musical qui s'inscrit dans la volonté des 5 musiciens de faire oublier leur image du groupe à l'unique succès. C'est jamais facile de sortir un deuxième album, et ce terme The Bends renvoie aussi littéralement au malaise que subissent les plongeurs en eau profonde quand ils remontent trop vite à la surface. Malaise qui peuvent même entraîner la mort. Cette signification est donc lourde de sens. The Bends n'existe que parce qu'il y a eu souffrance et frustration. Le groupe a dû redoubler d'efforts pour à la fois gérer les attentes de leur public, sortir de leur zone de confort, tout en restant authentique. Mais le défi est relevé. Les thèmes abordés sont toujours sombres et intimes. Thom Yorke parle d'introspection, de solitude et de désespoir, notamment dans High and Dry. Ou encore dans Street Spirit. Il dira de ce morceau que c'est un tunnel sombre, sans lumière au bout. Mais l'album ne contient pas que des ballades acoustiques, c'est un excellent condensé de morceaux rock à l'univers unique, avec les riffs de guitare de Johnny Greenwood qui sortent de nulle part et des harmonies complètement folles, notamment dans Bones, Just, Nice Dream ou encore My Iron Lung. Mais justement, comment définir la musique de Radiohead ? Si vous voulez mon avis, le terme rock alternatif me paraît un peu réducteur. Bien sûr qu'il représente littéralement une alternative à la musique rock mainstream de l'époque, il se différencie du grunge de Nirvana ou de la Britpop d'Oasis par exemple, mais selon moi, il représente pas non plus un courant à part entière. La musique de Radiohead me touche comme aucune autre, alors je suis peut-être pas très objectif, mais quand j'écoute un de leurs albums, dès que ça se termine, tout ce qui peut suivre me paraît fade, à part la musique classique. Du coup, je sais pas ce que vous en pensez, mais si je devais vraiment qualifier leur musique, je dirais que ça ressemble à rien. Mais dans le bon sens du terme, c'est tellement original que c'est unique et tout simplement inimitable. Leurs influences sont pourtant très vastes, de Pink Floyd aux Beatles, en passant par Joy Division, les Pixies, Johnny Cash, Genesis, Nirvana, Portishead, Bob Dylan, R.E.M., DJ Shadow, et même le jazz d'avant-garde de Miles Davis ou encore de Charles Mingus, j'en passe et des meilleurs. Mais quand on écoute Radiohead, on entend une patte, un caractère particulier, une dimension singulière. Malgré un début douteux et le rejet de la part de nombreux producteurs et stations de radio, en seulement 2 ans et 2 albums, Radiohead s'est imposé comme un monument du rock. Adulé par de nombreux fans et encensé par les critiques, l'album The Bends est classé numéro 2 par Melody Makers. Les tournées s'enchaînent et le groupe n'en est qu'à ses débuts. Une chose est sûre, il y aura un avant et un après Radiohead, comme il y a eu un avant et un après Jimi Hendrix. Cette nouvelle notoriété ne les rend pas pour autant invincibles. Radiohead subit un deuxième coup dur, BBC Radio 1, encore eux, boycottent une nouvelle fois une de leurs chansons, Lucky. C'est le titre du morceau, parce que pour le coup c'est pas de chanson. Ce magnifique single apparaît dans un album caritatif qui consistait à compiler plusieurs groupes à l'initiative de l'organisation humanitaire World Child pour venir en aide aux enfants victimes de la guerre en Bosnie. Le titre de Radiohead apparaît alors aux côtés de Oasis, Blur et Massive Attack et marquera le début d'un engagement politique et philanthropique. Thom Yorke déclare cet échec, le refus de publication de la radio anglaise, comme un des moments les plus douloureux de sa carrière. Les 5 membres du groupe pensaient que c'était leur meilleur morceau. Scandaleux encore une fois. Mais bon, ils le mettront dans leur 3e album. Dans la deuxième moitié de l'année 1995, après de nombreux concerts, l'ambiance est beaucoup plus détendue puisque le groupe n'a aucune deadline pour sortir son prochain album. Ils ont tout le temps qu'ils veulent pour préparer leur prochain opus, qui sera enregistré dans plusieurs endroits différents, et le lieu le plus marquant, c'est le manoir du 15e siècle, St. Catherine Court, une superbe demeure appartenant à l'actrice Jane Seymour et qui a déjà accueilli des artistes de renom comme The Cure ou Johnny Cash. La ligne directrice de ce 3e album est de dénoncer le rôle que peuvent jouer les ordinateurs sur notre vie quotidienne, une thématique engagée contre la société de consommation, la désinformation et l'uniformisation, très inspirée de l'œuvre de fiction 1984, écrite par George Orwell, qui décrit un état totalitaire cachant la vérité à la population. Encore une fois, on baigne dans un thème très obscur, et musicalement, l'album est comme toujours très varié, avec l'utilisation de nouveaux instruments, comme le mélotron, et aussi le Fender Rhodes,
deux claviers emblématiques des années 70. L'esprit rock de l'album est très marqué, sans pour autant manquer d'originalité, bien au contraire. On peut entendre des morceaux qui sortent complètement des standards, que ça soit au niveau des instruments utilisés, bien loin de simples guitares, des structures, bien loin d'un simple couplet-refrain, des mélodies, bien loin de la simple gamme pentatonique, des rythmiques, bien loin d'un simple pumchak, et un niveau d'émotion qui atteint des sommets. L'album commence avec le morceau préféré de Thom Yorke, qui a la phobie des voitures depuis qu'il a eu un accident, et dans lequel il dénonce l'illusion de sécurité que donnent les airbags. Un très beau morceau aux harmonies envoûtantes et inattendues, qui sera d'ailleurs interdit de diffusion dans plusieurs radios au moment de l'accident de la princesse Diana. Mais le vrai tube de l'album, qui restera gravé dans l'histoire, c'est Paranoid Android, qui est né de la combinaison entre trois morceaux inachevés. Ce morceau atteint la 3e place des hit-parades britanniques en juin 1997, et la critique voit même en lui l'équivalent de Bohemian Rhapsody de Queen. Alors ça, c'est un très beau compliment, j'adore ce groupe, mais personnellement je trouve encore une fois que c'est un peu réducteur, et que Paranoid Android apporte encore plus de profondeur et d'émotion. Je considère même que c'est un chef-d'œuvre inégalable dans les musiques autres que le registre classique. Mais bon, libre à vous de ne pas être d'accord, je vous laisse donner votre avis en commentaire. Le reste de l'album n'en est pas moins une immense réussite et reçoit d'ailleurs les louanges d'un très large public qui retiendra particulièrement Karma Police, une chanson, je cite Thom Yorke, contre ceux qui ont le pouvoir. Et évidemment No Surprises, enregistré en une seule prise et qui sera classé numéro 4 en Angleterre en janvier 1998. Un de mes morceaux préférés de l'album, c'est Exit Music, qui devait figurer dans le film Roméo plus Juliette, mais qui n'a finalement pas été retenu. C'est bien dommage parce que ce morceau est absolument phénoménal. Si je vous dis L'Exorciste, Shining ou encore Shutter Island, vous pensez tout de suite à Christophe Penderecki, compositeur évidemment, bien sûr. C'est lui qui inspirera une partie du morceau Climbing Up the Wall, notamment la section chord écrite par Johnny Greenwood pour 16 violons qui jouent à un quart de son de différence, créant une polyphonie à la fin du morceau. C'est là que Radiohead se démarque. Et ils vont aller toujours plus loin dans l'expérimentation, en commençant aussi doucement à aborder la musique électronique, ce qui annoncera les prémices du prochain album, notamment dans le morceau Fitter Happier, dont le fond sonore est constitué de bruits étranges et d'une voix robotique réalisée avec un Mac de chez Apple. En conclusion, le groupe reçoit une quantité astronomique de commentaires élogieux pour cet album, qui a même été conservé à la bibliothèque du Congrès de Washington pour son apport à la culture mondiale. Classé numéro 1 dans les charts albums et 8e meilleure vente de l'année en Angleterre, OK Computer remportera même un Grammy. Alors qu'à la base, Radiohead ne voulait pas et ne pensait même pas refaire de tubes à succès. C'est un véritable exploit d'accomplir une telle réussite pour avoir été si innovants et originaux sans avoir utilisé de recettes qui marchent à toutes les sauces. D'ailleurs, ils ont même pas voulu raccourcir Paranoid Android pour que ça passe à la radio. Ils en avaient rien à foutre. Ils enchaîneront alors les concerts caritatifs aux côtés des plus grands, U2, Alanis Morissette, Bruce Springsteen, Robert Plant, Jimmy Page et autres artistes de renom. Et Radiohead prouve ainsi que c'est un groupe non seulement très prolifique, mais qui sait aussi garder son authenticité tout en se renouvelant. Ils avaient peur d'être le groupe d'un seul succès avec Creep, et bien maintenant ils font partie des rares artistes dont aucun de leurs morceaux n'est présent par remplissage. Leur univers est hors du commun, c'est une musique riche, poignante, surprenante, profondément originale et dont une véritable dimension spirituelle s'en dégage. Je pense qu'on peut qualifier leur œuvre complète de génie. Souvenez-vous qu'il y a 5 ans de ça, la BBC Radio 1 ne voulait pas diffuser Creep. Un vrai scandale.
Ce que j'appelle l'épilogue, c'est tout ce qui se passe après l'âge d'or de Radiohead que je viens de vous raconter. J'ai vraiment essayé de me focaliser sur leurs difficultés et surtout à retransmettre l'injustice que peuvent connaître certains artistes extrêmement talentueux à leur début avant d'être reconnus comme tels. L'épilogue, c'est que les membres de Radiohead ne se sont jamais trahis. Ils ont jamais vendu leur âme pour la gloire ou l'argent. Ils sont vraiment restés authentiquement originaux à chaque nouvel album, en expérimentant toujours plus leur recherche sonore avec des trucs parfois improbables, par exemple du triangle, du xylophone, des samples de musique électro, c'était révolutionnaire à l'époque, et même l'utilisation d'une cloche de vache ou encore des orchestrations jazz et classiques, toujours dans l'optique de dépasser le concept du groupe à guitare. Le tout avec des objectifs d'indépendance, notamment en s'affranchissant de l'obligation de commercialiser des singles, ce qui les a pas empêchés de pondre des pépites monumentales. Je pense à Optimistic, You and Whose Army, We Suck Human Blood, Reckoner, et j'en passe évidemment des dizaines. Ils ont reçu de nombreuses récompenses au long de leur carrière, 6 de leurs albums obtiendront la première place sur le marché britannique. Ils ont aussi été les précurseurs de la vente d'albums dématérialisés en ligne, avec le succès de leur 6e album In Rainbows en 2007. Mais en plus d'être des compositeurs aguerris, ce sont aussi des bêtes de scène qui savent revisiter leurs morceaux, donnant lieu à des concerts géniaux, avec une qualité d'interprétation toujours très élevée, grâce à un Thom Yorke habité qui chante divinement. Contrairement aux Red Hot Chili Peppers, encore une fois, celle-là était gratuite. Depuis 2009, Thom Yorke s'est lancé dans plusieurs projets en parallèle de Radiohead, une carrière solo qui lui vaudra quelques passages dans des films, comme par exemple son morceau titré Analyse dans Le Prestige de Christopher Nolan. Il a aussi créé une autre formation, Atoms for Peace, en collaboration avec entre autres Flea, le bassiste des Red Hot Chili Peppers, et Nigel Godrich, le coproducteur et ingénieur son de Radiohead. Et enfin, il a participé à divers featuring, notamment avec la chanteuse Björk ou encore PJ Harvey. Pour conclure, Thom Yorke est une personne très sensible qui a subi énormément de moqueries, que ce soit à propos de son attitude très introvertie, ou bien sur son physique, puisqu'il est né avec une malformation au visage qui lui a coûté de nombreuses opérations jusqu'à ses 6 ans. Et un jour, une femme lui a dit « Vous avez de beaux yeux. Dommage qu'il soit pas en face des trous. » Alors ça vraiment, ça me dégoûte. Mais il a su transformer toute sa souffrance en une musique sublime, et en la partageant au monde entier pour nous faire vibrer. Et ça c'est inspirant, parce que, à sa façon, Thom Yorke est devenu un justicier. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, pensez à vous abonner, à laisser un like et un commentaire pour le référencement. Maintenant, à vous de jouer, replongez-vous dans l'univers de Radiohead, branchez votre guitare et téléchargez gratuitement les tablatures de leurs plus beaux morceaux en cliquant sur le premier lien en description. Je vous souhaite une bonne gratte et je vous dis à la prochaine ou bien à tout de suite dans la vidéo qui s'affiche.